Dans cette séquence, nous allons aborder les caractéristiques de la lignée humaine en commençant par une comparaison entre l'homme et le chimpanzé. L'homme présente une posture droite alors que le chimpanzé présente une posture qui est inclinée vers l'avant. La posture droite de l'homme implique 3 points de courbure de la colonne vertébrale alors que chez le chimpanzé, on observe une courbure régulière. Chez l'homme, le trou occipital sous le crâne dans lequel entre la colonne vertébrale est centré, ce qui permet une posture droite, alors que chez le chimpanzé, le trou occipital est reculé en relation avec une posture inclinée vers l'avant. Le bassin de l'homme est large alors que celui du singe est étroit. Le crâne humain possède une face redressée, c'est-à-dire marquée par un faible prognatisme, contrairement à la face du singe qui est projetée vers l'avant, c'est-à-dire marquée par un fort prognatisme. L'humain possède un volume crânien important, en particulier permis par le développement et l'enroulement du crâne vers l'arrière, contrairement au singe qui possède un petit crâne avec présence d'un chignon occipital. Chez l'homme, il y a aussi présence d'un front et d'un menton qui sont absents chez le singe. Enfin, le singe présente de gros bourrelets susorbitaux. On peut dire finalement que l'homme présente ce que l'on appelle une régression de la face. Pour terminer, nous pouvons comparer les mâchoires qui sont elles aussi différentes entre l'homme et le singe. Parabolique pour l'homme et en forme de U pour le singe. Par ailleurs, l'homme possède des canines courtes et des molaires à 4 tubercules émoussés, alors que le singe possède des canines proéminentes et des molaires à 5 tubercules pointus. On peut aussi décrire les différences au niveau de l'appareil locomoteur. Le singe présente un bassin allongé verticalement alors que l'homme possède un bassin élargi horizontalement. Chez le singe, les fémurs sont droits alors que chez l'homme, ils sont inclinés. Chez l'homme, il s'agit de caractéristiques d'adaptation à la bipédie et d'adaptation à la course. Sur le plan du développement, on peut voir que le crâne humain adulte présente la même forme que le crâne fœtal du chimpanzé. On considère que des gènes chez l'homme ont cessé précocement de fonctionner, ce qui expliquerait l'arrêt du développement, contrairement à celui du chimpanzé qui a continué de se développer, ce qui a donné naissance à ce fort prognatisme. Nous allons aborder maintenant la comparaison des fossiles appartenant à la lignée humaine afin de montrer l'évolution des hominidés au cours du temps, et nous allons commencer ce travail par l'étude de Lucy qui est un australopithèque. L'étude des crânes passe par la mesure du volume crânien et par des mesures de paramètres crâniens. Parmi ces paramètres, on peut citer l'angle facial qui permet de déterminer l'importance du prognatisme et le calcul du rapport hauteur sur longueur du crâne. Le crâne de Lucy, dont le volume est de 400 cm3, c'est-à-dire proche de celui du singe, présente aussi d'autres caractères primitifs très importants comme une face qui est projetée vers l'avant, c'est-à-dire un prognatisme important, et la présence de gros bourrelets orbitaux. Lucy possède donc un crâne proche de celui des singes. En revanche, l'appareil locomoteur de Lucy se caractérise par un bassin élargi à l'horizontale comme celui de l'homme et des fémurs inclinés qui sont le signe d'une certaine bipédie, ce qui a permis de classer Lucy non pas dans le groupe des singes mais dans celui des australopithèques. La présence chez Lucy de caractères crâniens primitifs, mais d'un squelette avec une adaptation à la station bipède, a valu à Lucy le surnom d'homme à tête de singe. D'une manière générale, on peut dire que l'histoire évolutive des hominidés est marquée par l'évolution du crâne, qui est associée à une régression de la face, ainsi qu'une évolution du squelette qui est en liaison avec la station bipède. Au cours de cette évolution, la production d'outils est aussi un élément important. Les australopithèques ne sont associés à aucun outil. Les premiers outils rencontrés sont les galets aménagés fabriqués par Homo habilis qui consistent en quelques éclats. Ces outils sont par exemple de l'industrie du chopper ou du chopping tool. Les premiers bifaces sont fabriqués par Homo erectus il y a environ 1,4 million d'années et consistent en plusieurs éclats rendant les outils de plus en plus fins et tranchants au cours de l'industrie de l'acheléen. Ces outils vont être de plus en plus travaillés avec l'homme de Néandertal, en particulier au cours de l'industrie du moustérien, avec des outils qui se diversifient et des techniques qui se complexifient. À partir d'Homo sapiens, les outils deviennent de plus en plus précis, avec l'apparition de pointes, de harpons, d'aiguilles,
et une apparition aussi de l'art pariétal, ici observé à Marseille dans la grotte Cosquet, peinture datant de 19 000 ans avant aujourd'hui. Homo sapiens travaillait aussi d'autres matériaux comme l'os ou les métaux, et il s'est répandu partout dans le monde. Enfin, pour terminer, on dit de la lignée humaine qu'elle présente un caractère buissonnant. Cela signifie que plusieurs espèces d'hominidés ont pu coexister. Des arguments scientifiques montrent par exemple que les hommes de Cro-Magnon et les hommes de Néandertal ont pu se reproduire ensemble.